Alors moi je m'appelle Maria Zarif, je suis l'auteure, la créatrice de Dounia et la princesse d'Alep et sa co-réalisatrice avec André Kadi. Je suis moi-même une fille de Syrie, je suis née à Alep qui est la même ville dans laquelle est née Dounia et qui est la ville qui est racontée dans le film et d'où vient la princesse d'Alep. J'ai grandi à Alep, je connais très bien ce pays-là, je connais très bien la douleur des Syriens et des Syriennes et c'est à partir de cette histoire-là, de cette mémoire-là, de cette famille-là que j'ai élaboré le monde de Dounia. Mon lien avec Dounia est un lien de famille finalement. Ce n'est pas mon histoire parce que je n'ai pas vécu moi-même la guerre sur le sol syrien, je n'ai pas dû prendre le chemin des migrants comme l'ont fait Dounia et sa famille et des millions de Syriens et Syriennes. Par contre, c'est mon histoire aussi parce que c'est vraiment l'histoire des miens en fait et des gens que j'aime. Alors Dounia et la princesse d'Alep est un film d'animation, un long métrage d'animation qui raconte l'histoire de Dounia, qui est une petite fille qui est née, qui a grandi à Alep, qui a 6 ans et qui vit avec son grand-père et sa grand-mère, qui vit heureuse dans sa ville qu'elle aime, avec les gens qu'elle aime, qui découvre les confitures de roses, qui découvre comment on fait le fromage, qui vit sa petite vie en fait et qui un jour voit son univers basculer avec l'arrivée de la guerre et elle va devoir, avec ses grands-parents, avec les gens qu'elle aime, partir prendre la route des migrants. Et sur le chemin, elle sera aidée par des petites choses magiques qu'elle a au fond de sa poche. Elle sera aussi aidée par sa culture d'origine, par les histoires, les légendes, les mythes et par la mystérieuse princesse d'Alep. La princesse d'Alep est un personnage que j'ai inventé de toutes pièces. Dans l'histoire, dans la vieille histoire syrienne, il y aurait eu une princesse d'Alep qui était une femme très érudite, qui aimait les arts, les lettres, la musique et qui vivait sur la citadelle d'Alep. Mais elle a été complètement oubliée. Mais aujourd'hui, par rapport à Dounia, la princesse d'Alep, tout ce que je peux dire sur la princesse d'Alep, c'est qu'elle existe à la fois dans le ciel, entre les étoiles, elle illumine le ciel. Elle s'appelle Leila, ce qui veut dire la nuit en arabe, mais elle existe aussi très proche du cœur de Dounia. Alors je vous laisse découvrir. Quand j'ai commencé à élaborer Dounia et la princesse d'Alep, à dessiner la petite Dounia, ce qui a motivé l'impulsion première, c'était surtout de vivre ces années très noires de la guerre en Syrie et de voir les migrants et de voir aussi comment l'image des enfants syriens était diffusée largement. C'était des images souvent très tristes, très dramatiques, d'enfants qui perdaient tout, qui partaient sur les grands chemins, d'enfants noyés, d'enfants blessés, d'enfants morts. Et en même temps, parallèlement, moi, ce que j'entendais et ce que je voyais de la part des Syriens et des Syriennes, c'était des gens debout, des gens qui gardaient la joie malgré tout et des enfants qui avaient envie de grandir comme tous les autres enfants. Alors c'était d'abord pour les enfants de Syrie que j'ai créé la petite Dounia pour qu'elle les représente dans leur beauté, dans leur amour de la vie. Et c'est pour ça que je l'ai faite toute souriante, toute ouverte au monde, que je l'ai appelée Dounia, qui veut dire le monde, que je lui ai donné des cheveux très vastes, avec plein d'histoires à l'intérieur. Donc je voulais leur rendre hommage avec cette petite héroïne et tendre la main aux autres enfants du monde pour qu'ils puissent ensemble se connaître les uns les autres et qu'on ne soit plus dans une logique de tolérance, qu'on apprenne aux enfants à sortir de la tolérance pour être dans l'amour en fait, dans l'accueil total. Et pour faire ça, il faut se connaître. Donc c'est pour ça, à la base, que Dounia est née. Il a à peu près 2 ans et demi, le projet. On a commencé à plancher dessus avec mes productrices en se disant qu'on voulait faire quelque chose sur la migration. Puis
puis c'était le seul mot qu'on s'était donné. Puis les premiers petits dessins de Dounia, de ses grands-parents, parce que Dounia m'a parlé, elle m'a dit je veux une grand-mère, je lui ai fait la grand-mère, elle m'a dit je veux un grand-père, je lui ai fait un grand-père, sachant que moi-même je n'ai ni grand-père ni grand-mère et je ne les ai jamais connus. Donc elle me les a demandés fortement. Et à partir de là, on a d'abord commencé par une série animée pour le Québec, puis à partir de la série animée, on a fait un long métrage avec la France. Et donc ça fait à peu près 2 ans et demi, à peine 3 ans que tout ça a commencé. Quand on aborde des sujets aussi délicats, aussi difficiles, aussi contemporains, quand on va devoir traiter de choses qui sont difficiles à aborder en temps normal avec les enfants et même avec les adultes. Et là, on parle de la grande noirceur de la vie, c'est-à-dire des choses à la fois mystérieuses et effrayantes comme la mort, la guerre, pour lesquelles on n'a pas de réponse, pour lesquelles comme humains on n'a pas de réponse. La mort, la guerre, la perte, la douleur, l'arrachement. Quand on va aborder des choses aussi qui nous unissent tous comme humains, mais pour lesquelles on a zéro réponse, et pour lesquelles il va falloir quand même, avoir cette conversation avec les enfants, eh bien c'est... Depuis la nuit des temps, on utilise le conte pour faire ça. Et pourquoi le conte? Parce que le conte nous permet à la fois de toucher aux choses terribles et aux choses merveilleuses, de parler à l'inconscient avec des images terribles, en posant à la base une convention de merveilleux, donc en posant à la base une convention de, voilà, je trace un cercle autour de toi. Tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce cercle-là peut exister, peut ne pas avoir existé. On va voir des monstres, on va voir des belles choses, on va voir de la lumière, on va voir des ténèbres, mais ensemble, à l'intérieur de ce cercle-là, tout peut se passer. Une fois que je sors de ce cercle-là, il te reste l'émotion que tu as vécue et avec laquelle tu vas pouvoir faire sens. Et en ce sens-là, le conte est un outil universel, ancestral et puissant psychologiquement, puissant au niveau de l'inconscient, puissant au niveau du dialogue des cultures aussi, parce que comme c'est une langue commune, le conte, là on peut aller frapper des choses qui vont au-delà de nos différences culturelles. Déjà le film Dounia et la princesse d'Alep a été fait avec la collaboration de Syriens et de Syriennes qui avaient vécu la guerre, qui avaient été sur place ou qui avaient été à l'extérieur. Parmi les comédiens, par exemple, qui jouent, qui font les voix, on a Dounia qui est jouée par une petite fille syrienne réfugiée qui était à Damas, qui a dû quitter Damas, qui a vécu dans un camp de réfugiés en Jordanie, qui a dû faire le voyage pour arriver au Canada. Donc en fait, c'est un peu son histoire sans l'être, et elle a pu apporter toute son innocence, sa candeur, mais sa gravité de petite fille qui avait vécu des choses aussi fortes, et de s'approprier l'histoire et de le vivre entièrement. Teta Mounet est une Syrienne qui a immigré au Canada depuis longtemps, qui a 82 ans, dont c'était la première expérience au micro, mais qui aussi... Imaginez à 82 ans voir le pays de votre enfance, de votre naissance, où vous avez eu vos enfants s'effondrer, qui a apporté aussi tout ça. Après, le film a été chéri par les Syriens et Syriennes, et à chaque fois qu'il est montré, que ce soit aux Syriens de l'intérieur, que ce soit aux Syriens de l'extérieur, que ce soit aux différentes ethnies syriennes, que ce soit aux différentes religions en Syrie, tout le monde se sent à la maison. Et c'est assez étonnant, ça m'échappe moi-même, tout le monde se sent tout d'un coup à la fois revalorisé, dans le sens où tout d'un coup, à l'écran, il y a des gens qui deviennent des héros, des héroïnes ou des personnages attachants qui parlent à tout le monde, mais qui leur ressemblent, qui viennent du fond d'eux-mêmes, et à la fois guéris, consolés. Ce matin, j'ai reçu un message d'un ami syrien qui a été voir le film à Paris, qui a quitté lui aussi à cause de la guerre. Il m'a dit « J'ai pleuré tout le long du film, mais ces larmes m'ont guéri. C'était des larmes que je gardais en moi depuis 10 ans, que j'arrivais pas à sortir. Et je les ai pleurées parce que tout d'un coup, grâce au conte et au dessin animé, je pouvais revoir tout ça, revivre les choses que j'avais envie de vivre et que je refoulais à l'intérieur de moi. » Le film s'adresse aux enfants à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans. Je crois que ça s'adresse à tous les enfants en nous, grands et petits. Avant 6 ans, c'est peut-être
un petit peu difficile. Par contre, j'ai déjà vu des enfants de 5 ans et de 4 ans aimer des personnages dans le film et aimer le voir. Donc vraiment, ça nécessite simplement, quand ils sont plus jeunes, jusqu'à 8 ans, plus d'accompagnement pour répondre aux questions, pour être là. C'est vraiment je crois que c'est optimal ce film-là quand c'est vu en famille ou quand c'est vu avec les enseignants, les prescripteurs ou quand c'est vu en groupe où on peut en discuter pendant et avant et après. En fait, les films qui ont marqué mon enfance ne sont pas juste dans les cinémas d'animation, mais c'est le cinéma en général. Je suis une amoureuse profonde du cinéma et je ne suis pas originale là-dedans parce que c'est des grands classiques qui m'ont complètement bercée. Et à l'intérieur, on peut autant voir un classique de Disney comme La Belle au bois dormant qui est somptueux, que je trouve que même aujourd'hui je le regarde, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la cohérence de l'univers, de la musique, de la beauté de l'animation. Autant il y avait des dessins animés japonais, je me rappelle plus, mais j'en regardais énormément. Je suis une fille des années 80, mais autant des Mary Poppins, La Mélodie du bonheur, ça a été, je pense que je les ai vus au moins chacun 350 fois dans mon enfance en boucle. Et puis après, Pagnol, l'écriture de Pagnol, les films de Pagnol. Moi qui est une petite Syrienne qui vivait en Syrie, mais aussi qui avait accès à la culture francophone, je crois que j'ai compris avec Pagnol à quel point quand on est spécifique, quand on raconte des choses sur une famille spécifique, sur des gens particuliers, quand on est au tout près du spécifique, c'est là qu'on est le plus universel en fait.